Bonjour tout le monde, nous sommes le 19 avril 2023 et vous écoutez l'album Podcast. Hey, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment content. C'est un épisode qui va être, je pense, qui va être vraiment cool. Je suis vraiment heureux parce que je reçois un groupe que j'ai toujours bien apprécié qui s'appelle les Breastfeeders. Bienvenue les gars. Salut. Salut, merci de nous On a accueillir. réussi enfin à se voir après toutes nos 300 000 hein? aventures. On a eu de la misère parce qu'il y a eu du verglas, plein d'affaires. Enfin. Ouais, on a eu de la misère à s'organiser, mais quand même on est là. Là, on se voit. Je suis avec Luc Brien, Salut. chanteur des Breastfeeders et guitariste, et avec Johnny Maldoror, alias Martin Dubreuil. Salut. Qui est avec nous aussi. OK, les gars, on va commencer du Small Podcast. Avant de vous présenter comme il faut, j'aime bien commencer le podcast avec en voulant savoir quels sont nos liens. Nos liens. Genre, est-ce qu'on sait... c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu parles du band ou tu parles avec toi, là? Avec moi? Ben, moi, il me semble que tu as toujours été là. Fait que la première fois, je sais pas, ben, t'es musicien. Ben, moi, il me semble que c'est dans le triangle. Ben, c'est pas mal ça. Hein? Esco, Quai des Brumes, Billy Coon, peut-être. Ouais, ben, c'est ça, parce que moi, j'étais barman au Quai des Brumes pendant un bout. Puis on se fréquentait souvent au l'Esco, les fins de soirée. On traverse l'autre bord, on s'en va là-bas. Puis toi, est-ce qu'on sait déjà la première fois, t'en souviens-tu? Pas vraiment, hein? Non. Ben, moi, en tout cas, la première fois que j'ai rencontré votre travail, c'est vraiment avec le premier album. J'avais vu un show à un moment donné, ça fait longtemps, tu sais, puis on était pas mal sur le party dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai été tout de suite séduit par la musique, puis les airs, puis toute l'esthétique du band en show, c'est assez hallucinant. Alors, ben c'est ça. J'aime bien ça commencer par ça. J'ai écrit un petit quelque chose juste pour mettre en contexte, justement, puisqu'on parle de concert. C'est quoi un concert des Breastfeeders? Un concert des Breastfeeders, c'est là où on peut danser le nitty-gritty en risquant un stage dive d'en face. Là où le sang coule non seulement des lacérations du Maldoror, des doigts de Sony, du dandysme du maître Brien solidement campé à l'avant-scène, du charmant envoûtant de Miss Lolove, des coups constants assénés par la section rythmique, piloté par Freddy et Joe, mais aussi des oreilles des spectateurs jusqu'à la piste de danse, là où justement on y danse avec rage jusqu'à en percer le cuir de ses bottillons, là où tout peut exploser. Oh, c'est de qui, ça? Ça, c'est moi. Ah, bravo! Pas pire, hein? Parce que je vous ai pas vu souvent en show, mais je sais que les shows sont assez intenses, puis c'est vraiment ce qui caractérise les Breastfeeders, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Là, c'est le moment où est-ce que, dans le fond, j'aimerais vous présenter individuellement. L'idée, c'est de connaître votre background, d'où vous venez. Pour ça, ce que j'ai fait, dans le fond, pour toute l'entrevue, c'est que j'ai parcouru votre dossier de presse, tous les articles, puis je suis allé chercher, j'ai isolé certaines phrases, certaines citations pour consulter votre page Wikipédia aussi pour arriver à ça. Donc, Luc, Valérie Lesage, Le Soleil, samedi 2 septembre 2006. J'étais pas assez normal. La ville m'a aidé à sauver mon estime de moi-même. Je me suis aperçu qu'il y avait du monde avec qui je m'entendais. Ce que j'aime dans l'urbanité, c'est d'être toujours près de son contraire. On est toujours confronté à quelque chose. Il y a un bouillonnement de différence. Luc Brien, c'est un gars de où, ça? Je suis né à Longueuil. J'ai juste vécu là 5 ans. Ensuite de ça, à cause du travail de mon père, je suis arrivé à Québec. J'ai fait de 5 à 11 ans. Puis j'ai eu une enfance heureuse. J'habitais dans un nouveau développement à Québec qui s'appelle toujours Neuchâtel. Maintenant, oui. c'est un quartier de Québec, mais à l'époque, c'était une banlieue à part entière. Puis il y avait encore des vaches, là. Okay. Il y avait encore des vaches. Il y avait juste 2 rues, le petit 3 rues. Ben, quand tu arrivé, il y avait juste 2 rues, le petit tronçon où j'étais entouré de champs. Il y avait encore des vaches dans ce temps-là. Fait que j'étais entouré de petits gars, puis de petites filles aussi. Mais au début, quand t'es plus jeune, t'es juste avec des petits gars. Puis, bon, en tout cas, rapidement, il y avait des petites filles. Mais tu sais, on faisait du BMX dans le champ, on faisait des jumps, on faisait des campements dans les petits boisés, des choses comme ça. Puis on n'était pas loin de la ville, fait que c'était super. Ensuite, après ça, je suis arrivé en secondaire 1
en banlieue de Montréal, mais pas à Longueuil, à Brossard. Puis j'ai été stigmatisé assez rapidement. Ah oui? Je suis arrivé avec, tu sais, je me rappelais pas moi, comment on se faisait des amis, puis j'étais quelqu'un qui n'était pas hyper à l'aise avec tout le monde à cette époque-là. Maintenant, ça va mieux. Donc j'ai été stigmatisé assez vite parce que j'étais pas capable d'être comme tout le monde. J'étais pas capable. En fait, j'étais j'étais ce que j'étais, j'étais qui j'étais. Puis rien de grave, là, rien de bizarre. Aucune tare qu'on pouvait avoir. Peut-être que j'ai les cheveux un peu trop épais. Ou, tu sais, puis l'extrait, je devais parler de ça, en fait, l'extrait que tu as lu, c'est que quand j'ai pu enfin partir de là au cégep, exactement. Là, j'étais entouré de gens que tout le monde avait son identité, puis là, j'étais plus un bizarre tout d'un coup. Pourtant, j'étais pas vraiment bizarre, mais j'étais catégorisé comme tel. Puis là, tout d'un coup, j'étais juste normal. Quand tu t'es mis à fréquenter le cégep, c'était quel cégep? C'était le cégep du Vieux-Montréal. Okay. Donc, j'étais tombé à la bonne place pour, pour arrêter de voir du monde temps pareil. Parce que ce qui me blessait, moi, à cette époque-là, quand mon adolescence, à un moment donné, je pensais que j'étais un débile, que j'étais fou, que j'avais quelque chose qui marchait pas, parce que j'essayais d'être... Pour moi, je me voyais pas bizarre, mais je l'étais. Ouais. C'était normal de me détester, c'était normal de me trouver con, c'était normal, mais pourtant, je parlais jamais. Ah oui? As-tu eu de la misère avec les autres? J'ai pas été boulié. Non, OK. Mais t'étais dans ton monde. Ouais, puis c'est ça. En fait, c'est que ce que j'ai gardé, c'est qu'on dirait que dans certaines banlieues, je dis pas que les banlieues, c'est comme ça, mais ou à cette époque-là, où je suis peut-être tombé à mauvaise époque, dans mauvaise place, mais c'était comme, si t'es pas capable d'être comme tout le monde, t'es un sacré épais. Ouais. T'es pas capable d'écouter la même musique que tout le monde, t'es donc ben cave. T'es pas capable de faire le bon turn-up correct à tes jeans, t'es donc ben cave. Ouais. OK, t'as les cheveux de même, t'es donc ben cave. Ben moi, si ça me tente, je suis pas cave, je suis juste moi-même. Ouais, c'est la cruauté de l'adolescence. Exact. Fait que, tu sais, je comptais ça à du monde qui me dit, ben non, mais tu t'aurais été partout, ça aurait peut-être été pareil. C'est peut-être ça. Mais bon, moi, la différence que j'ai, c'est que quand je suis arrivé enfin dans un centre urbain, ben là, tout était correct. Puis tout le monde était fin, puis tout le monde était cool, puis tout le monde avait des bonnes discussions. C'était pas juste comme, ah ouais, mais tu sais, faire de la musique ou faire de l'art, c'est juste à télé, ça n'existe pas du vrai monde qui font ça. Fait que là, à un moment donné, du jour au lendemain, les parents de tes amis, c'est des artistes, tes amis, c'est des wannabe artistes, où ils sont déjà. Donc, la vie, elle s'est ouverte devant moi d'une très belle façon. Mais tu as toujours été différent quand même, mais entouré de gens différents. Ouais, mais fait qu'on était tous pareils dans notre différence. Je sais pas comment dire ça. Mais... Non, ben c'est ça, c'est la beauté de la citation. C'est que c'est toujours d'être près de son contraire. Je trouve que tu avais bien formulé la chose. Puis c'est vrai que moi aussi, je suis un gars de région. Tu sais, fait quand on arrive à Montréal, mais là, tu te rends compte que c'est vaste. Il y a toutes sortes de monde, puis tu fais ta place tranquillement, puis tu peux être un peu plus anonyme tout en étant toi-même. Ouais, ça, c'est le fun d'être anonyme aussi. Ouais, j'imagine. Ça, c'est le fun. Je continue. Je sais que tu es passionné d'histoire et que tu as fait des études en littérature. Dans le livre En dessous de Sonny Duval, votre guitariste original, paru en 2010 aux éditions Coup de tête, il parle du temps que vous avez à tuer dans Van sur la route. Là, je cite, « Des fois, on entend des récits de la Première Guerre mondiale, entre parenthèses, ça c'est Lucien, notre chanteur historien. » C'est vrai que tu meublais le temps avec ces choses-là? Ben, je suis toujours en train de lire quelque chose. Je lis toujours un livre, puis j'ai toujours un livre de Première Guerre mondiale ou de Deuxième Guerre mondiale sur le side. Fait que quand je lisais quelque chose que je trouvais intéressant ou impressionnant, ouais, checkez ça, en 1914, il est arrivé tel truc, ou imaginez à l'époque, tu sais, Première Guerre mondiale, il y avait encore des charges de chevaux là, au début, là, les Français, des pantalons rouges, puis comme j'essayais de leur faire comprendre, c'est un autre monde, c'est une autre planète. Puis, fait que c'est ça, j'ai fait chier avec toutes ces histoires-là. C'est ça, ben, j'ai tendance à parler de ce qui me fascine. Fait que des fois, quand tu vas de Détroit à Saint-Louis, Missouri, après Martin, comment tu trouvais ces histoires, Martin? Ah, mais on a tout le temps aimé ça. Là. C'est ça, Luc, c'est l'historien. Là. C'est vraiment intéressant d'être accompagné d'un historien. Là. Pour qu'il nous raconte bien ce qu'il est en train de lire ou qu'il raconte ce qu'on a vécu à d'autres mondes ou à nous, pour nous le rappeler à nous autres mêmes. Ça fait changement des photopolices de Joe aussi. Oui. Mais ça, c'était qui les achetait? C'était Joe ou moi. Mais Joe les achetait et il me donnait pour que j'y lise. C'est ça, parce qu'il faisait la lecture du courrier du cœur. Ah, ouais, c'était toujours un beau moment de Vans. Ah, c'était le fun.
Ah ouais, je dis ça parce que c'est mentionné aussi dans le livre à Sony. Martin. Oui. Martin, c'est un petit gars de où, lui? Moi, je suis né à Montréal, dans Rosemont, dans le bout de... entre Pinneuf-Saint-Michel, entre Rosemont puis Masson. Okay. Pas mal ça, mon enfance. Puis à un moment donné, vers 12 ans, on est monté un peu plus nord-est, 29e Beaubien. Ouais. Là, c'était un peu... ça, c'était mort un peu. Mais toujours proche du parc Maisonneuve, c'est du jardin botanique. Fait que j'allais le jardin botanique, c'était ma forêt. C'était notre forêt à nous autres. Il y avait les ruelles, le jardin botanique, le parc Maisonneuve pour se promener en bicycle. Puis c'est ça, la rue Masson. Puis, OK. Ouais. Fait que t'es vraiment un Montréalais pur et dur. Montréal Est des années 70. Des voleurs de bicycle, des BS, des belles ruelles. Ah, wow. Les filles en bikini, en talons hauts qui se font griller sur leur parterre. Ouais, Tu marches sur le trottoir, il y a une fille en costume en bikini avec des talons hauts qui se fait bronzer dans son parterre. Là, ça se voit plus. Donc, t'es acteur. Tu vas jouer au petit comme au grand écran. Oui. Entre autres, dans Elvis Gratton 2 et 3 de Pierre Falardeau. Oui. En 99 et 2004. Elvis Gratton 2, c'est mon premier rôle professionnel. Parce que j'avais joué pendant des années, quasiment 10 ans, là, 7 ans peut-être, là, dans juste des courts-métrages, des films underground de chum, jamais payé, là, ou à peu près. Là, puis c'est mon premier rôle professionnel, c'est Elvis Gratton 2. Est-ce que tu es un acteur de formation? Non. Autodidacte. Ouais. Quand même. Je continue. En 2014, Félix et Meira de Maxime Giroux. Oui. Super bon film, ça. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ah ouais, c'est vraiment cool, ça. Très bon, ouais. J'étais content, je disais, hey, je connais ce gars-là. J'y repense souvent à ce film-là parce que on a tourné ça dans le quartier ici, où j'habite. Puis quand je croise des juifs assidiques, je me repense souvent. Et quand il y en a une jolie, je pense tout le temps à Meira. Ah ouais. Je vois un couple et ils me reviennent, ces personnages-là me reviennent. Mais c'est vrai que c'est weird, pareil, t'as tourné un film comme ça, puis là t'habites vraiment le quartier. Ouais, ben j'habitais là quand on l'a tourné aussi. Fait que ma préparation, c'était à tous les jours. C'était à tous les jours, là, je regardais les Juifs acidiques, là, je sais pas, je me mettais dans le rôle de Félix. Là, Puis en fait, le scénario, c'est un film de Maxime Giroux, mais le scénario, c'est Alexandre Laferrière, qui est le meilleur ami à Johnny Martin, je ne sais même plus comment Johnny il s'appelle. Martin. On sait plus, on se perd, hein, Johnny Martin. Puis lui aussi, c'est ce qu'il habite dans le quartier. Puis, puis avoué, je l'ai vu en une présentation de film ou en entrevue, je sais pas dire, on y pense pareil, parce que les acidiques, on n'a pas accès à eux. Mais des fois, on en trouve une qui est cute, puis on le sait qu'on peut pas. Non, il y a un genre de fascination étrange avec ça, que ce soit des filles ou des gars, là. Puis donc, il s'est payé le trip de se faire un scénario dans lequel ça arrive enfin. Ouais, exact. Cette rencontre-là. Donc, je pense que c'est pour ça que le film ça a touché ça a touché beaucoup de gens. Ouais. Je comprends ce que tu dis parce que j'ai habité pendant un petit bout de temps aussi dans le quartier. Puis c'est vrai que c'est comme ces deux communautés qui se parlent. Puis ils sont à peu près juste en noir et blanc. Ouais. Fait que c'est comme l'aspect noir et blanc du Myland qui est un quartier bien coloré. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et tout récemment, Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote. Oui. Oui. Puis j'ai pas vu ça. Comment ça a été? Vous avez pas vu ça? Non. Ben, c'était le fun dans Tabarouette. Non, c'est un bon film. Je suis vraiment fier d'avoir fait ce film-là. Je voulais jouer pour Sébastien Pilote, là, par ses anciens films. Je me disais, bon, lui... parce que moi, je veux pas jouer à tout prix pour faire de l'argent. Puis je vise des cinéastes, tu sais. OK. Fait que en chemin, je me ramasse à avoir des offres d'autres choses par d'autres mondes. Ouais. Puis de la télé, puis tout ça. Mais à la base, mon but, c'était de jouer pour tel cinéaste. Puis il y en a qui se rajoutent quand je les découvre. Fait que Sébastien Pilote, je voulais vraiment jouer pour lui. Fait que qui m'a donné un rôle dans Maria Chapdelaine. J'étais vraiment... Mais j'en revenais pas au début quand j'ai entendu Maria Chapdelaine. Avant qu'il m'offre le rôle, j'étais comme... Pourquoi ils refont ça? Ben oui, hein? Mais quand on s'est mis à en parler, puis j'ai vu comment il entreprenait, sa vision, puis tout ça, comment c'était important pour lui, j'étais confiant, puis on a eu du fun. C'était un beau rôle. En tout cas, on peut dire qu'on cherchait un lien tantôt. On a un lien en commun. Parce que moi aussi, j'ai joué dans le film de Sébastien Pilote. C'est vrai? Oui, monsieur. Lequel? La disparition des Lucioles. T'es là-dedans? Oui. Tu fais quoi? Moi, je joue du drum. Dans le film? Ah oui, dans le band. Il y a un band? Oui, c'est band à WD-40. Pierre-Luc? C'est WD-40. Qui est le band à Pierre-Luc? Non, c'est nous, on joue notre propre rôle dans la disparition des Lucioles. Comment ça, Mais j'ai oublié ça? Ben, je t'avoue que tu me vois pas dans le film parce qu'il y a Alex
puis Étienne, ils sont en avant, puis moi, on voit ma barbe à peu près 2 secondes dans le film. Mais bon, c'est le lien qu'on a. Ouais, puis l'autre fois, récemment, je suis tombé là-dessus, j'écoutais 19-2. Ah oui, ça repasse en reprise. Non, sur Netflix. Ah oui, OK. Ouais, puis je suis tombé, tu fais comme un gars qui est un peu en dépression. Un malade mental. Ouais. C'était vraiment écrit ça. Malade mental. C'était le malade mental, 2 points, malade sa mental. phrase, c'est ça. Ah ouais. Non, mais Mané, il y a un nom, là, mais dans les didascalies, c'est le malade Ok, mental. ouais, je suis tombé là-dessus, puis j'ai fait « Oh, cool ». Puis les pays d'en haut en 2017, entre autres. En 2011, tu as eu une nomination à la 13e cérémonie des Jutras comme meilleur acteur de soutien dans les 7 jours du Talion. Et une autre à la 31e cérémonie des prix Génie. Me trompe-je? Non, t'as raison. Ouais. Ouais. Puis, ben, c'est pas tout, là. Non, parce que là, tu sais, Mané, Non, mais j'ai eu un Iris en 2000, je sais pas quoi, pour tous ceux qui ne me lisent pas. OK. Ouais, il y a eu premier rôle de l'année. Je l'ai mon trophée, là. Ah ouais, OK. Il a été nommé. Nommé. Moi, je dis Ouais, nominé. Je National disais nommé. nominé. On dit jamais ça dans la vie, nominé. Nommé, on De dit. plus en plus, on le dit. Oui, ça Nominé? C'est comme hier. De plus en plus, on le dit. Ouais. Puis, mais c'est vrai. Puis, C'est nommé qu'il faut dire. c'est nommé, ouais. Oui, c'est ça. OK. C'est une Moi, nomination, mais on est nommé. Moi, j'aime mieux Ok. dire nominé. Bah, c'est correct. De toute façon, on sait ce que tu veux dire. De toute façon, je dis encore, assisez-vous. Ouais. Mais ouais, c'est Mais ça. Fait que il a eu son trophée Mon de fameux premier trophée. rôle masculin. Ouais, rôle principal, là, je l'ai eu. Fait que j'ai été nominé souvent, puis là, je n'ai eu un. Nommé. Oui, fait bravo. Encore ici. Dans l'épisode de la balado, deviens-tu ce que tu as voulu, qui t'est consacré, tu racontes le parcours qui t'a permis de retrouver ton père et de l'étonnante coïncidence qui vous unissait. Peux-tu nous raconter cette anecdote? Luc, il aime bien gros cette anecdote-là parce que Luc, sachant que mon père était chanteur dans un groupe 60s du Québec. Qu'on n'avait pas identifié encore à une certaine époque. Non, c'est ça. Avant que je le trouve, tout ça, j'avais. Je me rappelle plus. Est-ce que tu l'avais dit à Dominique Tardif pendant le balado? Je me rappelle plus de ça. Sûrement. Je sais plus Mais comment- en fait, quel- c'est que sa quel mère elle angle se j'ai rappelait pris, qu'il là. avait joué dans un band. Puis elle, au début, elle disait qu'il jouait dans un chancelier. Ou en tout cas, c'est moi qui a. Mais- Ouais, je sais plus peut-être. si ça vient de ma mère Ça ou me de mon surprendrait oreille. pas de ta ou de- mère qu'elle ait Ma pensé mère, que ça se c'était peut que- chancelier. Mais là, c'est comme, son père, c'est Pag. Tu sais. Ah, là, on niaisait avec ça. Je disais que mon Ah, père, c'était Pagliaro. Fait que- Pendant un bout. Fait que finalement, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'Albert Alberto, son vrai nom, Alberto Ramaglia. Ramalia. C'est Ramalia. comme nommé, il faut dire À Ramalia. l'italienne, c'est Ramalia. Ramalia. Puis, c'est ça, fait qu'on. Bon, il n'y avait pas de gars d'un chancelier qui s'appelait comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai découvert. C'est toi qui l'as découvert, hein? C'était les Chantelles. Les Chantelles, à un moment donné. Ouais. Luc, en tant que collectionneur ben de oui, tout ce qui est érudit. musique. À un moment donné, les érudit, Chantelles, des années 60. ils ont changé de chanteur. Donc, Albert Ramaglia, le père de Johnny Martin. Je trouve ça drôle. Ben, c'est ça. Fait que puis là, il l'avait appelé Rémi. Puis, C'est Tony Roman qui était le manager des Chantelles. Puis quand Ah oui, OK. Mon père est devenu le chanteur, Tony Roman a dit tu vas t'appeler Rémi, ça va être Rémi et les Chantelles parce que je pense qu'il était déjà chum avec mon père. En tout cas, il l'aimait bien, il trouvait bon. Puis c'est peut-être Tony Roman qui l'a présenté au band, mais ça, je suis pas sûr. Mais il a dit là, c'est pas juste les Chantelles et qu'on change de chanteur. Puis non, ça devient Rémi et les Chantelles. Ah, Là, ouais, mon ok. père, quand je l'ai rencontré, il m'a dit j'haïssais ça, c'est Rémi, c'était pas ça mon nom. Puis ça le gossait. donc, dans toute l'histoire, c'est que là, à un moment donné, j'ai pu identifier c'était quoi le nom du band. Ouais. Les Chantelles. Puis je pense que je t'avais appelé, je t'avais laissé un message. Ouais, finalement, ton père, j'ai découvert ça. Puis là, Rémi, tu t'avais ça. le vinyle. Puis là, j'étais allé chez vous checker ça. Puis Ah, t'avais le sur vinyle? le vinyle, ben ils ont pas... C'était une compilation Québec dans le vent. Oui, parce Ah, que les ok, Chantelles n'ont ok. pas un long jeu On dira complet. pas qui fait paraître cette compilation-là, parce que je pense que c'est illégal. Ah ouais? Bon, Qu'est-ce que tu veux dire? c'est la petite. Les compilations Québec dans le vent. C'était pas K-Tel? Non. Non, c'est non, un c'est- petit label C'est pirate. non? Canam... Proche. Ah, Canusa. Non, mais c'est Canusa. ça. Les vrais disques. En OK. fait, ouf, là, on va Ah, perdre ok. des téléspectateurs. Ben non, c'est des fans de musique. Ça les intéresse. Ben oui, ça. exactement. On est dans le podcast. on peut. Fait que là, j'arrive chez vous, puis ici, il y a une photo du band, puis le Rémi en question, c'est un bonhomme allumette. Qui avait rajouté, parce que ceux qui avaient fait la compile en question, ils n'avaient pas réussi à trouver de photo avec Rémi.
Fait qu'il y avait les chantelles, puis il y avait rajouté un petit bonhomme allumette avec Rémi avec une flèche. Fait que, fait que ton père, c'est ça. Encore le mystère continuait. Là, tabarnak, on peut-tu le voir, on peut-tu l'entendre? Mais finalement, il y avait une tune ou deux. Il y en avait juste une. C'était l'avion de son. L'avion de son qu'on a rejoué à un moment donné. Ah oui, OK. Fait que finalement, au fil du temps, j'ai fini par trouver mon père avec Canada 411 sur Internet. Là, puis je l'avais toujours cherché un peu dans le bottin puis tout ça, mais finalement, il n'y avait pas de numéro à son nom. Fait que c'était un peu peine perdue, tout ça. Je savais pas. J'ai compris ça après. Fait que quand je l'ai trouvé, c'est ça. Je vais chez eux première fois, puis je visite sa maison avec sa femme, tout ça. Puis je lui demande s'il y a des instruments de musique, puis il dit « Ah non, donne-moi les instruments, je les ai vendus, je les ai donnés, mais j'ai gardé ma tambourine. » Parce que moi, c'est la tambourine, mon instrument. Je fais « Tu me niaises! » C'est hallucinant, parce qu'il faut comprendre, pour ceux qui connaissent pas les Breastfeeders, c'est que toi, t'es tambouriniste dans les Breastfeeders. Ouais, parce que ça a commencé que... C'est assez fantastique. J'ai voulu être drummer, j'étais pas assez bon. Quand les Breasts, on a commencé Joe, Luc puis moi à caresser ce début de projet-là, j'ai essayé, on avait un début de tourne, en tout cas, j'ai essayé le drum, puis j'étais, non, oublie ça, non, je savais, j'étais pas assez bon. Puis là, j'ai continué à suivre le band au local, tu sais, on est devenus 6, là, mais tu sais, j'étais là, puis je co-écrivais les paroles déjà avec Luc. Ouais. Puis j'étais assis dans le local, j'étais le gars qui roule les joints, qui va chercher de la bière, tu sais, qui critique, là, qui disait « Hey, ça devrait être plus de même, hein? » Puis là, un moment donné, Joe, il avait pogné une tambourine qui traînait, puis il me disait « Essaye donc ça, tu sais. » Puis là, j'ai pogné ça, c'était tellement naturel. Puis il manquait ce petit son-là, même à nos tunes, on pourrait dire, tu sais. Ah, mais c'est étonnant la puissance puis le groove que peut amener un petit instrument signifiant comme ça. C'est bien 60s aussi. Il faudrait tellement que je retrouve la cassette de ça, parce que ça a été enregistré. Ah ça. ouais. Oui. Joe tapait toutes les répètes dans le temps. C'est un monstre. Moi, je garderais juste le bout qu'on finit une toune, puis le temps... T'entends Joe Boboy comme on vient de trouver une job à Maldoror. J'avais déjà mon nom de scène. Il avait déjà son nom de scène. Je l'entends rire. Fait que c'est ça. C'est malade. Puis, prochaine question s'adresse à vous deux dans le fond, parce que la question est simple, c'est qui était Luc et Martin en 1999? On était des voisins, premièrement. Ben, nous autres, on s'est connus au cégep. Ouais. Puis on a eu une histoire avec la même fille. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aime me rappeler de tout ça, c'est que peu importe le dénouement, c'est ça nous a rapprochés. En tout cas, on est devenus bien de chum. Ouais, mais j'étais super zen dans ce temps-là, dans mes relations, mais j'avais pas eu de mauvaise expérience encore trop pour être aigri. J'étais vraiment zen parce que il y avait une fille au cégep qu'on trouvait la plus belle fille du cégep, les deux, j'imagine. Ouais. À peu près en même temps. Puis c'est lui qui est arrivé en premier. OK. Parce que moi, j'y avais pas encore parlé. On va pas raconter. Tu veux vraiment raconter ça? Non, mais c'est... On peut couper. Oui, on va faire un podcast. En fait, comme notre amitié n'est comment? Gênant, en fait, c'est juste... que... on nommera pas de nom, mais c'est ça, c'est que, à un moment donné, il se voyait plus. Fait que là, à un moment donné, fait qu'à un moment donné, bon. Parce que Luc, toutes les filles tripaient dessus. Là, toi aussi. Je comprends. Moi, pas toutes les filles, mais... On pognait, on était deux beaux bonhommes. Mais je savais pas. Je dis, ça semblait que ça serait... Non, le bel Indien, il avait des cheveux noirs, longs jusqu'aux fesses. Ah ouais, OK. Il était un peu plus beatnik, avec son béret. Puis il était aussi cool là, que ça dégaine. Puis il racontait des affaires. Puis tout le monde l'écoutait. Puis, ouais, ça vient de où? Je fais une parenthèse. Ça vient de où, cette passion-là pour les années 60, le look? Tu fais attention à ton look, parce que ça se transpose dans les Breastfeeders aussi, hein? Oui, c'est sûr. Tu sais, comme je dis toujours, on n'est pas un band 60s, mais on est d'inspiration. Moi, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais moi, oui. Ça vient de beaucoup de choses. Tu sais, j'ai été élevé quand j'étais petit à la télé, sur l'heure du midi ou le soir en venant de l'école, mais tu sais, c'est encore Gilligan, c'est encore La Sœur Volante, c'est encore les Flintstones. Puis quand il y avait des bandes là-dedans, des fois, dans Genie aussi, des fois il y a des bandes. Fait que c'était pas mes bouts préférés quand les bandes jouaient, je t'avouerai. Mais il y avait tout cet aspect-là qu'on connaissait déjà un peu, cette esthétique-là, sans l'exprimer. Puis on savait que les gens ne s'habillaient plus vraiment de même. Il y a aussi, je consommais beaucoup de BD des années 60 aussi, ou 70, comme Gottlieb, ça a été ma première... Mon premier gros choc artistique, moi, c'est Gottlieb. Quand j'avais, je sais pas, 9-10 ans, il y a un petit gars, on était deux à l'école, qu'on dessinait, on faisait des bandes dessinées, puis l'autre, il était vraiment bon. J'espère qu'il est devenu dessinateur. Je sais pas ce qu'il est devenu.
À un moment donné, dans une période de bibliothèque, il me met dans les mains il dit « Hey, lis ça ». Wow. Il dit « C'est mon oncle qui les a toutes lis ça ». Puis c'est en noir et blanc, du coup, je fais Oui. « Ah, noir et blanc ». Même les premiers sont comme en orange et... Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Les premiers, ouais, c'est les comme... dossiers, genre. Ah non, Même je avant sais ça. pas, c'est peut-être une histoire de magazine, souvent c'était publié. Ah, OK. Mais il était comme, les premières planches, c'était comme, il y avait pas plusieurs passages de couleurs, il y avait comme un passage de couleur, puis c'était orange. Fait que Mais c'est ça, fait que des fois j'essayais de copier ses dessins, puis donc les premiers Gottlieb j'ai connus, c'est donc fin 60, début 70. Donc je remarquais que les messieurs avaient des boutons de manchette. Déjà, je remarquais comment que les messieurs s'habillaient dans les bandes dessinées. On n'a pas le même background d'enfance puis les mêmes goûts comme jeunes. Non, c'est mais ça. moi aussi, j'étais un rat de bibliothèque, puis ça, c'est ça qui a fait qu'on a cliqué, Luc, puis moi aussi. Ouais, ça aussi. La bande dessinée, puis les heures passées à la bibliothèque, puis on aurait pu se tenir ensemble quand on était jeunes, comme on se tient là, c'est clair. Là. Ouais, on même a si j'avais... Moi, j'étais une autre... Ben, quoi qu'on ait des points communs d'enfants aussi, là, mais moi, c'était pas le 60s, c'était plus le 70s. Ouais, puis en fait, si on continue dans la même gamme, c'est que moi, justement, quand je suis parti de Québec, de mon enfance heureuse, puis je suis arrivé, mon premier été, j'avais pas d'amis, fait que je me suis mis à écouter la radio. Puis les hits, dans ce temps-là, étaient bons. Là, on arrive en 85, à peu près. Puis il y avait encore de la bonne pop, là. Il y avait encore des bands New Wave qui allaient disparaître. Ouais, c'est ça, la fin du New Il y avait Wave. encore, le dance n'était pas arrivé encore. Ouais. Puis les animateurs de radio, même à C'est quoi, ces choses-là, c'était encore des gars qui parlaient comme je parle en ce moment. C'était pas des humoristes, c'était pas des gars. Eh oui, la puissance musicale. Ah ouais, c'est vrai. C'était pas ça. Il y avait des émissions où est-ce qu'ils parlaient de trucs. Il y avait même une émission de BD à un moment donné, C'est quoi. Ouais. Puis Caroline Mérola, c'est de ça? Écoutez-vous ça? L'émission de BD à la TV? Non. Ça me dit quelque chose. Non, moi, ce que je connaissais, c'était le à Radio-Québec, là, je pense. peut-être même, même, Caroline Mérola. Fait que c'est ça, fait que j'étais heureux. Je me suis mis vraiment à écouter beaucoup de musique cet été-là parce que j'étais tout seul, puis les hits étaient bons. Puis cet hiver-là, le dance music est arrivé. Puis il me semble qu'on venait juste de se débarrasser du disco, tu sais. Puis j'aimais pas ça, ces genres de pseudo-faux beats-là. Moi, j'ai toujours aimé le disco. Puis j'ai pas le choix. Ouais, mais... Moi, on parle mais il y a quand même plus down dans le disco que dans le dance. Mais en tout cas, le dance, je trouvais ça complètement inintéressant. Fait que je me suis mis à piger dans les disques à mon père de cette époque-là. Puis je me suis mis à foxer mes cours que j'aimais pas à l'école. Puis j'allais à la bibliothèque, puis je lisais des livres sur l'histoire du rock. Puis encore une fois, tu sais, je remarquais les habillements, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vraiment commencé à trouver que les gars étaient cool en sacrifice comparativement à ce que je voyais. Tu sais, il me semble que les Beatles, l'époque Liverpool, avec toutes les autres bandes autour, les Searchers, etc. Je trouvais qu'ils voulaient qu'il y ait plus que Tears for Fears. Tu sais. Je trouvais que les Who, c'était beaucoup plus dangereux que Madonna. Ouais. Fait que je me suis mis à... C'est pas mal ça, en fait. Puis après, c'est la construction d'une esthétique qui était plus... Tu sais, il y avait un côté plus populaire, plus travaillé. On parle des bands. Comment on appelle ça, des bands qui s'habillent toutes pareilles, des bands en costume, là? Des bands à gimmicks, ou je sais pas comment... Ouais, je sais pas, parce qu'il y avait un terme pour ça, là. Il y avait beaucoup de ces bands-là, mais dans les années 60, l'esthétique était forte. C'est un renouveau du design aussi. C'est des matières qui arrivaient qu'on n'avait jamais vues dans les années 50 aussi, dans le design. Ben, il y avait encore quelque chose... C'était très... tu sais, dans le fond, quand tu regardes les Stones, ils faisaient peur au monde, mais ils portaient les Stones, ils portaient encore des vestons de tweed, tu sais. Ouais. C'est juste qu'ils avaient les cheveux longs. Mais tu sais, les vêtements sont pas si loin des années 50 encore déjà. C'est avec les hippies que ça va changer. Ouais, exact. C'est là où j'embarque un peu. Là, je suis en retard, mais j'essayais juste de plugger. Les Stones étaient plus bad que Michael Jackson. Je suis en retard. Je vais pas le couper. C'est bon. En fait, je m'attarde, là, mais ouais, c'est ça. Donc, vous êtes rencontrés... Ouais, fait qu'en 91, pour revenir à ta question... Non, mais 99. Parce qu'en 91, c'est peut-être quand on s'est connus autour de la même fille que j'ai pas fini l'histoire tantôt. En 99, là, c'est important. C'est qu'il y a un building où... Moi, j'avais déjà habité avec Alexandre Laferrand, on en a parlé tantôt. Ouais. Puis un autre chum, Eric. Puis on a été un band un peu plus acoustique. Là. Puis après ça, on a déménagé. Là, j'avais connu Luc au cégep entre-temps. Puis là, j'ai retrouvé un appartement avec encore mon chum Alex dans ce même building-là, sur la rue Châteaubriand, qui est comme une ruelle entre Achelle puis Duluth. Puis ça donne que j'ai une petite jobine de marionnettes, la costumière de marionnette,
je la rencontre, puis elle me dit que son chum cherche un appart, parce que j'ai dit un appart en bas de chez nous, tu sais, à louer. Puis c'était Luc, son chum. Quoi, Luc Brien, j'allais au cégep avec, c'est cool, lui. Ouais, elle dit qu'il aille. Fait que là, je l'ai incité à ce que Luc aille demander pour l'appart. Puis ça a marché. Il y a eu l'appart en bas de chez nous. Fait que ça, c'était quoi, 80. Hein? 97. Prends ton microphone. 97. Fait que là, les années passent, puis là, il y a d'autres amis qui se rajoutent ou du monde qui se rajoute, à qui on devient chum. Puis là, moi, j'ai commencé à être acteur aussi. Attends, j'ai commencé à quelle année à être acteur? En tout cas, je jouais déjà un petit peu. Puis j'écrivais de la poésie. Là, on a commencé à faire des soirées de poésie avec Mathieu, qui nous avait, qui avait organisé la soirée, le cri d'une génération, je sais pas trop. Puis là, on avait eu du fun à écrire ensemble à part. Puis tu sais, c'était un building où le monde passait d'un appart à l'autre, puis tout le monde était sur le party. Là, on avait dans mi-vingtaine. On est devenus des potes de poésie. OK. Puis aussi, Luc me faisait découvrir de la musique qu'il aimait, puis ça me faisait du bien parce que moi, ce que moi j'écoutais, il aimait pas ça. Fait que c'était un peu devenu le DJ de la place parce que sa musique plaît à tout le monde. Tout le monde aime ça du 60s. C'est un vrai DJ. Fait que moi, quand on venait chez nous puis on faisait un party chez nous, là, moi, je mettais du Motley Crue, du Guns, puis des enfants de même, puis du LA Guns, des affaires plus pointues, tu sais. T'en parles dans le balado avec Dominique Tardif. Ah oui. Là, j'étais là, OK, ouais, on aurait été chum, c'est sûr. Mais tu sais, quand on avait, après une bonne nuit, là, quand on avait commencé chez nous, dans l'après-midi, à boire de la bière. On écoutait les Yardbirds ou les Pretty Things, ou les Lutins ou les Sultans. Mais là, à un moment donné, on était rendu au Motley Crue en haut. Puis là, quand le soleil commençait à se lever, puis on était moins hot, puis là, on mettait le soundtrack de 37 le matin. Ah ouais, okay. C'est que c'était cool. C'est des belles années. C'est des années charnières, vraiment. Là. Fait qu'en 99, Joe était devenu un coloc chez nous aussi, en haut, troisième. Jocelyn qui est bassiste des Breastfeeders. Qui est un peu à l'origine du band. Ouais, qui est un peu le papa du band. Puis lui, je l'avais connu en secondaire 5. OK. Fait que c'est ça, Joe, que j'avais toujours continué à côtoyer. Puis là, il vient rester chez nous. Il découvre Luc. Puis il capote sur Luc sur comment il chante bien quand Luc il gratte sa guitare. C'est ça. Puis là, à un moment donné, Joe, il dit là, boy, je vais te taper là, ta toune là, que tu jammes dans la cuisine, là, tout ça. Fait que là, ça a comme été le début des Breastfeeders à partir de l'enregistrement de ce tune-là. C'était ma prochaine question. Dans le fond, formé à Montréal en 99. Les Breastfeeders publient une première démo en 2000. Moi, avant ça, c'est plutôt en 99, mais ça a pogné. Ils ont commencé à le faire tourner en 2000. Ah ouais, OK. Puis qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Le Scandale. Le Scandale, c'était une tune. C'était comme une version d'une tune des. Comment ils s'appellent les autres? Les Sextants de Québec, qui avait fait une version française de Little Girl des Syndicate of Sounds, qui était comme. Syndicate of Sounds et Little Girl, c'est comme une des tunes garage de 1966 qui a réussi à atteindre des places dans le palmarès américain à l'époque. Et les Sextants avaient fait une version en français, racontant pas vraiment la même affaire, mais sur la même base. Puis je trouvais la tune drôle. C'est un gars qui se trouve bien cool. Il perd ses pantalons sur une piste de danse, puis il a de la niaiseux. Tandis que moi, dans notre version, ça s'appelle Le Désastre, la chanson des Sextants. Nous autres, c'était Le Scandale, parce que le gars, il fait exprès pour que ses pantalons tombent à temps, puis il est super content d'être dégueulasse. Donc ça me ressemble bien. Elle est bonne, c'est une... Puis il y avait de l'harmonica là-dedans. C'était une tune pas de refrain. Avec des passes de guitare avec bien beaucoup. Nos deux voisins en bas. Nos deux harmonicistes de voisins. Ouais, deux voisins harmonicistes, Robbie puis Louis-Philippe Bélanger à l'harmonica. Puis Robbie Beatnik qui a joué avec nous autres. Fait que ces deux-là, ils ont fait chacune part d'harmonica sur la toune. C'est des deux gars qui jouaient de l'harmonica. Ça, c'est la belle... Puis ça, on avait tapé ça, puis on avait envoyé ça à l'agence SMCBL. Puis c'est Joe qui a tout fait. C'est là j'ai essayé de faire le drum. Parce que Luc, c'était... Joe, il a patenté... il a pogné un 4 tracks. Il a tapé un micro avec une patente avec du gaffer tape dans le salon à Luc. Puis là, tu vas être à l'aise, t'es chez vous dans ton salon, baba. Fait que là Joe, Luc s'est mis à jouer avec sa guitare acoustique, puis il a chanté sa tune. Puis là, après ça, Joe, il dit, on s'en va à mon local. On est allé à son local. Là, moi, j'ai essayé de faire le drum. Là. Ça va être correct, bye-bye. Fait que là, next. Fait que ça, c'est Joe. Joe, il a fait le drum à partir de la guitare acoustique. Ça, il a fait la bass, la guitare.
Il y a un solo. Il a tout fait les instruments à part la rythmique acoustique et la ça, voix. on est retourné à l'appart où on habitait. On a fait l'harmonica. On a demandé à Louis-Philippe Bélanger à l'harmonica. On avait appelé Louis Machin sur l'album. Ah oui, Louis Machin. Moi, je trouve ça vraiment cool, Louis Machin. C'est vraiment bon, Louis Machin. Louis Machin, ça doit exister. Il doit avoir ça dans les films. Puis, t'as cousin Machin dans la famille Adam. Il y avait un petit espace d'harmonica que j'aimais moins. Fait qu'on avait demandé à Robbie Beatnik, qui était son coloc. Mm-hmm. C'était comme des gens de frères qui s'aimaient puis qui étaient en combat des fois. C'était spécial. Puis c'est ça. Fait qu'on a envoyé ça. Joe, il a tout de suite envoyé ça aux radios étudiantes et communautaires. Puis c'est resté pas mal lettre morte jusqu'à ce qu'on commence à faire des shows. OK. Là, par contre, Joe est allé chercher Sonny, il est allé chercher Suzy, puis William Amelbot, Kiki Boone, c'est le premier album. Puis on a commencé à faire des shows, puis la réponse était très, très, très bien tout de suite. Puis là, les radios se sont dit, hey, on a une toune des autres. Fait qu'ils sont mis à faire jouer ça. Fait qu'au printemps, je pense, 2000, là, ça commençait à monter dans les charts. Fait qu'on s'était ramassé. Puis ça, c'était le fun. C'était comme quand je disais des histoires de. Quand je faisais mes cours secondaires, des trucs d'histoire du rock, quand les jeunes bands qui écoutent leur tune qui montent dans les charts une semaine après semaine. Puis c'était comme ça. Puis là, à un moment donné, on est comme numéro 3. Ça, c'est le fun. Là, t'écoutes la radio. Ouais. Numéro 2. Ah, shit, on va savoir numéro 1. Puis là, il y avait eu genre les Négresses Vertes qui avaient sorti une nouvelle tune, puis ça avait été comme numéro 1 tout de suite. Puis bon, OK, on n'a pas eu notre numéro 1. Ça a mis la mouche? Non, c'est avant. C'était vraiment après. C'est après. Puis ce qui est drôle, parce qu'on a fait des numéros 1 dans ces radios-là après, puis j'écoutais pas ça, les palmarès. Non, mais la première J'avais fois, vécu mon trip, c'est ça. On est passé par là, parce que moi, je jouais dans les Shirley, puis à un moment donné, nos chansons ont commencé à jouer à CISM, puis on checkait les palmarès, puis les premières fois, t'as raison, c'est vraiment excitant. C'est ça. Puis, question que je voulais savoir, là, vous avez un démo, mais comment vous avez trouvé le nom? Ça vient de où, ça, les Breastfeeders? J'aimerais tellement ça qu'on s'appelle un autre nom, mais bon, Breastfeeders, maintenant, ça veut dire quelque chose, c'est une notoriété. Oui, absolument. C'est que. Qui monte chez nous un après-midi, un début de journée. La veille, il avait fait un party en bas. Là, en tout cas, il se passait des affaires, j'étais pas là. Puis il y avait une voisine qui était danseuse nue. Parce que c'était comme un U, là, une cour intérieure en U, fait qu'on voyait tout chez les voisins, tout le monde se voyait. Puis là, il y avait cette fille-là qui s'était changée ou quelque chose comme ça, puis tout avait écrit... Non, en fait, c'est que je jammais chez les harmonicistes. OK. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Hey, checkez ça, la fenêtre. » Fait qu'on check, puis la fille... en fait, c'était l'Halloween. Puis, une de ses amies s'était déguisée en romaine. Fait qu'elle avait pris des rideaux blancs pour se faire une toge. Fait qu'il n'y avait pas de rideaux. Fait que il y avait... Je me souviens pas de ça. Moi, je m'en rappelle. T'étais pas là. Non, mais je me souviens pas que tu m'aies raconté qu'elle avait pris le rideau pour s'habiller en romaine. Ah, il me semble que oui. En tout cas, c'est bon. Je suis content de l'apprendre. Pendant que le rideau était sur le corps d'une fille, ben le corps d'un autre était nu. Exposé. Était nu. Fait que, puis là, les gars, ils disent, hey, Luc, continue à jouer. Parce que moi, je vois rien. Je suis pas mis-up de toute façon. Puis j'avais pas assez d'argent pour avoir des lunettes ou des verres de contact dans ce temps-là. Fait que, il me dit, hey, continue à jouer. Elle va penser que c'est louche parce que depuis tantôt, il y avait de la musique. OK. Fait que je commençais à faire une tune. Puis je me suis mis à improviser en anglais. Moi qui est super nul en anglais. Ben oui, ça, j'ai jamais compris. Dans le fond, le nom des Breastfeeders vient du fait que Luc il a composé une tune en anglais une fois dans sa vie. Okay. Puis il vient chez nous le lendemain, il dit, t'as-tu un dictionnaire français-anglais pour traduire ça en français? ou trouver les bons mots en anglais. Je sais plus, quelque chose C'était pour la peaufiner en anglais. Quelque chose de même. OK. Puis dans le temps, on n'arrêtait pas de dire, imagine un band qui s'appellerait telle affaire. Ouais. Mais là, on faisait souvent des jokes de. Moi, si j'avais un band, ça s'appellerait les turbos de l'enfer, les cons, les hyènes, les ci, les ça. Fait que là, vas-y. Ben, tu peux continuer. Ben, c'est ça. Fait que là, t'avais trouvé. Tu disais des mots pour les poitrines, genre, puis là, t'avais dit breast. C'était quoi que t'avais vu? Ben, j'ai dit, breastfeed, ça existe. Imagine un band qui s'appellerait breastfeed. Il dit, non, ce serait les breastfeeders. Oh! Ça fait, tu sais, breastfeed, j'étais comme, il me semble qu'il manque un lait devant, comme toutes les bandes qu'on écoute, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit les breastfeeders, ça me faisait penser aux breeders, il y avait comme une hallucination, les breastfeeders, les breeders, les sinners, qui étaient une grosse influence pour nous autres. Puis, c'est ça, fait que quand on a fait l'influence, on n'était même pas un band, mais quelque chose qu'on écoutait, que tu me faisais découvrir. C'est ça, fait que, on avait quand même un genre de petit fantasme de. On n'arrêtait pas de dire qu'on allait se porter un band sans y croire, fait que. Quand on a fait le scandale, fallait écrire un nom sur le petit CD. Ben oui, c'est là que je voulais en venir. Gravé. Fait que. Il a ressorti les Breastfeeders. Joe, au début, on était juste 3. Fait que Joe voulait les Breastfeeders. Johnny Martin voulait les Breastfeeders. Tu t'avais parlé de. Mais moi, je voulais qu'on s'appelle les Incultes.
Puis Je sais pas lequel aurait mieux survécu. Mais c'est ça, parce que en fait, Ben, si les Breast Feeders ont survécu, je pense que les incultes, ça aurait marché. Là, tu sais, c'est ben, au-delà peut-être, du nom. mais là. c'est parce que les incultes, ça veut trop dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Breastfeeders, C'était ça mon ça- argument. C'était ça mon Breastfeeders, ça veut dire argument. quelque chose aussi, mais Ben, c'est on est plus connu vague. dans le monde francophone. Fait qu'on s'en fout. tu sais, Non, c'est mais comme parce que ça. t'as un nom anglophone, mais vous l'avez francisé Ouais. avec les Breastfeeders. le Puis nom peut-être de- que ça vous a aidé aussi quand vous êtes allé jouer à Percy. Ça a Ça C'est nous pas a nuit. déjà nuit. Je sais qu'il y a un festival en Californie qui, la bookeuse, elle avait dit à Gourmet, en tout cas le gars de notre compagnie, Ouais, Gourmet elle dit, moi, Délice. il est hors de question que je book un band qui s'appelle les Breastfeeders. Ben voyons donc. Elle trouvait que c'était dégueulasse. Que ça... Ah ouais. Moi, je suis toujours ok. bien, Breastfeeders, c'est la raison pourquoi il y a une race humaine C'est sur beau. Terre. Là, tu sais, puis je veux dire, puis ce qu'on trouvait drôle au début, c'est qu'on était juste des gars aussi. Fait que déjà, on était déjà précurseurs de la mixité des gens. Puis, Ouais, puis moi, je me souviens d'avoir entendu à Chaume. Je l'ai-tu entendu, c'est-tu, où on me l'a dit? Ça, je sais même plus. Mais ils nous avaient nommé à Chaume FM les Breastfeeders comme le nom le plus. name band of the week. Name Band of Ah the ouais. Week. Band name of the week. Les Mais- Breastfeeders. Mais ils nous ont même pas fait jouer. l'autre, là, tu sais. c'était cool. Ils nous ont même pas Ah fait ouais, ok, jouer. même band. Sauf que j'ai déjà vu aussi, on a déjà gagné sur un site le pire nom. Ok. Fait que c'est ça. Puis c'est souvent arrivé aussi que sur nos loges, ça soit écrit The Breastfeeders, même au Québec. Ok, ouais, Ou ouais. affiché, là, puis dans ce temps-là, on cap. Ben, En Angleterre, on a eu droit à The, ben, je sais pas comment, je suis pas bon. Tu l'as bien dit. THE, The, ouais. les Beefeaters. Oh, ok, ouais. Fait qu'on avait ah oui! The Beefeaters. Puis à un moment donné, aux États-Unis, il y a une fille qui a pensé qu'on s'appelait les Breastfeeders, donc les lesbiennes Ah ouais, ok. ok. nourricières. Ah ouais, ok. Wow. Ouais, ça allait loin. ouais. Puis là, en plus, là, évidemment, avec le temps, vous avez hérité d'un diminutif, les breasts. Breasts. Les breasts, ouais, les tatons. C'est ça. Fait que ça- Breastfeed. Il y a personne qui dit ça, c'est les breasts. Non, non, c'est les breasts. Les breasts, les tatons. Tantôt, tu disais que tu avais reçu, vous allez monter sur les palmarès, puis là, c'est jusqu'à temps que vous fassiez des shows. Fait que les Breastfeeders ont forgé leur réputation par des concerts remarqués, notamment au bar L'Escogriffe. Qu'est-ce qui rend les concerts des Breastfeeders si remarquables? Ben, pour nous autres, c'est dur à dire parce qu'on l'a jamais vu chaud. Là. Ben, une énergie, hein. Tu sais, même si. Ben, c'est le mélange de chacun de nous autres. Tu sais, Luc avait beau. Un peu recréer ce qu'il aimait comme musique 60s. Du mieux, je pouvais entourer de. Mais en même temps, t'as des bandes 60s qui décrissaient toutes, là. Ouais. Puis tu mettais Joe qui était comme. Il se shake à la tête, là. Joe il groove, là, puis il met de l'énergie. Là. Notre drummer à l'époque, William, c'était un punk là, qui tapait en esti, tapait Ouais. fort, puis en camisole. Là, moi, je me suis mis à danser. Premier show, j'avais une tambourine avec une peau, j'avais donné un coup de poing dedans. Là, je voulais déjà détruire des enfants. Moi, je trippais sur Gigi Allen dans ce temps-là. Ouais, parce que Tu toi, l'aimes plus? faut dire que t'as un personnage qui s'appelle Johnny Maldoror, un personnage de scène. Ouais. Tu te maquilles, tu changes de Ben, je m'habille plus 60s. Tu sais, Ouais. dans la vraie vie, je suis pas habillé de même, mais quand c'est le temps d'être les Breastfeeders, je m'habille un peu plus comme Luc. Puis là, ce soir, tu t'es maquillé un peu, t'es comme on sent le Johnny Maldoror qui Ouais, va sortir. ouais. Mais comment t'as développé comment t'as développé ce personnage-là? Comment il est né? Ben, ouais, ça, c'est intéressant. Un moment donné, j'avais un rôle dans un film de l'Université Concordia, un court-métrage. Puis c'était un personnage méchant qui faisait juste le mal à un vieux monsieur dans une ruelle. Tu sais, puis j'ai dit à Luc, t'as-tu de quoi pour m'inspirer? Luc, il avait une super bibliothèque. Parce qu'il y avait une longue ride d'autobus à faire pour te rendre à l'audition, je pense. Non, j'avais pas d'audition, puis Ah, OK. c'était... Ou du lieu du Ben, tournage. je l'ai déjà lu dans une longue ride, mais c'est pas nécessairement dans cet ordre-là, je pense. Il me semble que c'était ça. Fait qu'il m'avait demandé un livre Ben, moi, avec Avec un personnage. avec un En tout cas, je personnage. voulais lire le livre pour m'inspirer. Pour Le livre, c'était... Les chants de Maldoror Ah, les chants de... OK. de Lautréamont. Lautréamont. OK. Fait que j'avais jamais entendu parler de ça. Pas beaucoup de monde qui connaissent ça. Bah. Fait qu'il faut être quand même calé en littérature, là. C'est pas si... Ben, peut-être que ça s'est popularisé au fil des Un peu. dernières années, là, C'est grâce quand même à un nous. classique. Ouais, c'est un classique, OK, mais... Mais c'est pas autant connu que Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Ouais, mettons. c'est ça. Là. Mais pas loin. Puis Maldoror, c'est Tu quoi tes penses? liens avec Pas lui? loin? Je sais pas. Mais en fait, Faudrait faire un... faudrait faire un. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de critiques musicaux qui ont fait le lien. En tout cas, fait que là, Luc, il me passe ce Critique livre-là. musicale, excusez-moi, je suis tout croche. Là, j'ai lu
ça, j'ai trippé. Tu connais ça, toi? Non, je connais pas ça. C'est pour ça que je te demandais, c'est quoi les liens entre ton Johnny Maldoror et là, le les chants de Maldoror, je lis Priamo. ça, je trippe bien raide. Puis là, maintenant, quand vient le temps que ça devient... L'idée de faire un band devient de plus en plus... Mais même avant, parce que à un moment donné, il trippait tellement sur le livre que j'avais prêté, Les chants de Maldoror, il aimait ça 100 fois plus que moi, même, qu'à un moment donné, j'avais dit, toi, si t'avais un band qui t'appellerait Johnny Maldoror. Fait que Mais dans quand on a fait le band, moi, je pense que ton nom, il était déjà là. Si on a un band, tu pourrais t'appeler Johnny Maldoror. Dans notre band, tu pourrais t'appeler Johnny Maldoror. Mais j'aurais jamais pensé qu'on aurait joué dans le même band, c'est pas ça. Ben oui. Je pensais que t'aurais été entouré de... Ouais, c'est ça, je t'aurais plus vu, c'est ça. On n'avait pas les mêmes influences musicales. Mais fait que là, il m'a dit, si t'es un band, tu pourrais t'appeler Johnny Maldoror. Puis j'ai fait, ben ouais, pendant quel nom, tu sais, Johnny Maldoror. Puis même Jean Leloup, quand on avait rencontré, on avait fait sa première partie. Il avait trippé sur mon nom, il m'avait pris dans ses bras. Johnny Maldoror, il trippait. Parce qu'on parlait de l'énergie des concerts. Toi, ton personnage amène beaucoup d'énergie. Ben, tu fais pas juste jouer de la tambourine. Puis jouer de la tambourine, ça rend fou parce que tu fais juste te taper dans la main pendant un show complet. Fait que t'as pas à penser à des notes, c'est moins important que le drum. Fait que tu fais juste tac, 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 tu danses. Puis tu sais, j'ai tout le temps aimé la danse, j'ai tout le temps aimé le show. Puis là, avec Gigi Allen, puis mon côté foufou, prêt à me péter à la gueule tout le temps en show, puis tout. Puis ma capacité de sauter partout comme un petit chat. Ouais, je t'ai vu, je me rappelle une fois à l'ESCO, je pense que c'était pour le 10e du band, ça se peut-tu? Le 10e du band, c'était au Lion d'Or. Au Lion d'Or. En tout cas, je vous ai vu à l'ESCO à un moment donné jouer, puis t'étais assez hallucinant à voir aller. Ben, le petit esco, en plus, je faisais du body surfing, puis je touchais le plafond. Le plafond était super bas. J'oublierai jamais, je marchais comme sur le plafond, mais c'est le monde qui me promenait de même. C'est hot. Fait que c'est ça. Le mélange, puis j'oublie Sonny aussi, qui avait beaucoup de drive, là, tu sais. Puis Suzy qui calmait tout ça avec. Ben, elle calmait pas, mais elle était comme calme, douce. Avec un sourire qui tue, avec ses bottes, ses jambes nues, tu sais, puis elle regarde le monde dans les yeux, fait que ça rend le monde... c'est un mélange de c'est beau à voir. Breastfeeders en show, là, c'est beau à voir. Je pense que c'est le mélange de tout le monde, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. On a attaqué ça avec beaucoup d'énergie. À quoi ressemblait la scène locale en 2000? Il y avait bien des bandes. On se tenait à l'ESCO, puis à l'ESCO, c'était des bandes de rock'n'roll, de rock qui passaient par là. C'était le début du renouveau rock. La scène montréalaise qui s'affirmait. C'était le fun, puis les groupes des années 90 commençaient à se tasser ou arrêter. Il y avait... Ça veut dire dans les années 90, la plupart des bandes étaient encore dans la mouvance plus grunge. Ouais, la fin du grunge. Puis là, ça commençait à bien faire, dans le sens qu'on voyait que le filon commençait à être épuisé. Montréal commençait à avoir une identité propre aussi. C'est ça, puis là, tout d'un coup... Depuis un bout, d'ailleurs. Ouais, mais c'est plus vers 2004 que ça s'est comme affirmé, mais on voyait... 2000, il y avait un certain vide, on dirait, début 2000. C'est la musique québécoise, il y a eu un vide. Rapidement, ça s'est meublé. Là, okay. Il y a eu un vide pas mal. Après les années 70, ça a tombé. Puis après ça a été long avant que l'underground québécois se fasse... ça a peut-être plutôt été long avant qu'on en entende parler, parce qu'il y en avait des bons trucs. Tu parles des années 70, 80, on était jeunes, on n'était pas dans les bars, tu sais. Il devait en avoir des... Mais en même temps, il y avait moins de bandes dans les bars, peut-être, c'était de la musique... Non, il y en avait bien plus. Des années 80, 70, 80? Ah oui, 70, il y en avait pas mal plus. C'était pas encore la mode des DJ, indépendamment où est-ce que tu allais, parce qu'il y avait le disco existait. Parce que je sais que le monde qui ne sort pas dans les bars, ils sont pas conscients de... des breastfeeders puis de cette effervescence-là. Puis ils connaissent juste les trucs populaires puis ils pensent qu'il se passe rien. Puis c'est ça, mais il faut que tu sois là. Mais c'est une scène qui commençait à devenir foisonnante. Il y avait quelque chose qui était intéressant. Ce qui était le fun aussi, c'est que là, on peut commencer à s'enregistrer avec les ordinateurs. Ouais, c'est ça. Donc, tu n'étais pas obligé d'avoir une étiquette de disque pour faire un disque. Ouais. Puis là, c'est là que le son du lac arrivait avec Fred. Ouais, exact, c'est ça. C'est là le mot indépendant aussi arrivait plus dans la musique, autoproduction, puis ça. Scène locale, c'est tous des mots qui arrivaient aussi. C'est ça, puis il y avait WD-40 aussi. Qui était là déjà depuis les années 90. Quand on restait chez Chateaubriand, j'ai des bons souvenirs de WD-40. On avait des voisins qui venaient du lac ou du Saguenay. Puis t'écoutais beaucoup... Isabelle, puis Pascaline, le gars tout le temps, ça messe. Le gars de Longueuil.
T'es de Longueuil, lui? Ouais. OK, mais Audrey puis Pascal puis Isabelle, t'es du Lac ou du Saguenay. En tout cas, ils tripaient sur WD-40. C'est là que j'ai là que ça a commencé. Il n'y en aura pas de petite culotte. Ouais, exactement. Non, mais t'écoutais beaucoup l'album de WD-40, là, celui avec les grillons. Là, Ben, c'est après ça. Ça, c'est après. Ça, c'est Fantastique Srapaga. Ça, je suis allé l'acheter. C'est en quelle année, cet album-là? Ça, c'est 2000. Ça m'échappe. En 2000-2004? Ouais, à peu près. Ouais, ça, c'est quand je pense que c'est quand je restais sur Mont-Royal tout seul. Okay, parce genre, que 2004, là, ça commençait vraiment à être intéressant. Là. Ouais. Il y avait plein d'affaires, puis bon, c'est là que... c'est peut-être avant ça, même. C'est peut-être avant ça. C'est peut-être 2000, 2001, je pense. Début 2000, c'est ça. Il y a comme eu un vide 2000. pendant genre un an ou deux. Ouais. De 98 à 2002. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à... puis la scène anglophone francophone se mélangeait plus. Ouais. Puis plein... Il n'y avait pas un son de Montréal. Il y avait plein de bandes. C'était à venir, le son de Montréal. Il y avait eu Balthazar. Tu as eu connaissance de Balthazar? Je connais le nom, ouais. Si on trippait, hein? Ça, c'était avant les Breasts, puis avant que... Je sais pas, WD-40, c'est que vous êtes né quand? Moi, ça fait 15 ans que je suis avec eux. J'ai fait un album avec eux. Il existait avant que tu joignes à eux? Oui, c'était Julien Livernois qui était au drum avant. OK. Puis, ils ont commencé, 80... Ils ont-tu commencé 93, 94. Ils viennent du lac? Ouais, comme faux, parce que... Ben oui. Ils ont-tu commencé au lac? C'est ça, du Saguenay. Ben, tu sais, la base, c'est les deux frères, Alex et Étienne, viennent de Chicoutimi. Puis Alex est déménagé à Montréal, il a fondé le band d'une espèce de proto WD-40. Après, son frère est venu le rejoindre. Puis là, ils ont démarré le band, je pense, en 93, 94, enfin comme ça. OK. Puis c'est le 30e cette année. Oh! Après avoir lancé leur premier album Déjeuner sur l'herbe en 2004 sur l'étiquette Blow the Fuse, ils entament leur première tournée en sol américain. Comment ça s'est passé? Parce que quand même, vous avez percé à un moment donné le marché américain, la scène américaine, dans le fond. On a fait plusieurs tournées aux États-Unis avec le premier album. La première, on n'était pas encore aguerri comme groupe de route, je dirais. Ce qui nous a servi, c'est que Gourmet puis Yannick Masse, ils ont fondé Bon Sang, hein? C'est de même. Hein? Avec nous autres, puis avec le Nombre, ils ont décidé de partir leur compagnie. Puis là, ils ont comme été en mesure de trouver du financement, puis un roadie, puis là, ils nous ont envoyés aux États-Unis avec un planning. Ça nous a aidé d'avoir des gérants. Dès qu'on a eu un début de Bon Sang. Dès qu'on a eu un album, on avait des gens qui pouvaient s'occuper de la logistique. Donc, ça a été ça. Puis ce qui est le fun, parce que sur la barrière de la langue, n'a jamais été là. Non, mais c'est ça. Mais comment l'album s'est rendu... parce que je sais que ça jouait dans les radios universitaires là-bas. C'était quand même bien apprécié. Comment l'album s'est rendu là? Je vais demander justement à Gourmet. Je sais pas. Ah ouais, okay. Mais c'est ça, c'est 2004, l'album est sorti. Puis 2004, Montréal, à l'époque, ça commençait à avoir la réputation, la ville du rock, là, genre le nouveau Liverpool, le nouveau Seattle. Exactement. Donc, ils s'intéressaient un petit peu à tout ce qui sortait de Montréal. Puis aussi, c'était des années difficiles, ça, aux États-Unis. Ben, faut dire que c'est tellement facile aujourd'hui aux États-Unis. Ben. Non, mais c'était le début de la guerre en Irak, puis tout ça. Puis les Français qui n'avaient pas voulu embarquer dans la coalition avec... OK. Fait que pour les Américains progressistes, la langue française, c'était comme la langue des progressistes ou des anti-guerres ou des anti... Comment je pourrais pas... Antipatriotique? Non, je dirais peut-être pas... Non, je dirais pas antipatriotique, mais c'est comme non, surtout pas, mais... Ben, de leur cause à eux autres, non? Non, mais c'était vu comme langue de progressiste en quelque part. Fait, donc, c'était bien vu, chanter en français. Puis aussi, c'est qu'aux États-Unis, souvent, quand tu joues en quelque part, c'est qu'il y a genre 5 bandes, il y a beaucoup de monde. Mais souvent, les gens, ils venaient pour voir, surtout nous autres. OK. Puis justement, parce qu'on paraissait c'était dans le temps de béni des journaux gratuits en papier. Fait que ce qui était le fun dans ces affaires-là, c'est que au lieu que tout le monde soit sur son crise de chemin sur Internet, pendant une semaine... C'est bon de le mentionner, là, parce que ça a vraiment été ça aidait, parce que pendant une semaine, dans nos existences dans une d'artistes. ville, quelqu'un pognait son journal, puis tout le monde lisait c'est quoi les bandes qui viennent cette semaine? T'sais, tout le monde voyait ça passer. Fait que nous, on se démarquait beaucoup du fait que, regardez cette bande-là, ils chantent en français. Fait que c'était comme un intérêt de plus pour les gens de venir. Donc c'est quand on est privé de quelque chose, on l'a plus qu'on se rend compte de l'importance. Puis c'est vrai que des journaux comme Voir, Mirror, Hour, ça a fait énormément pour la scène locale. Puis on dirait que depuis que c'est plus là,
si tes algorithmes t'amènent pas là, tu sauras pas ce qui se passe. C'est ça, tu sais, c'est moins organique. Ouais. Non, tu feuilletais ça, puis tu apprenais des affaires. Ben, tu sais, j'étais à jour. Ça pourrait m'intéresser, puis j'aurais jamais cherché pour ça. J'allais jamais au cinéma dans ce temps-là, puis j'étais à jour dans ce qui se faisait au cinéma. Ouais. Tu sais, je connaissais les nouveaux films québécois qui sortaient, puis je lisais les critiques puis les trucs. Puis... Moi, la première fois que je regardais, c'était la page des albums. T'avais les critiques, puis au moins t'avais les noms qui restaient imprégnés dans ta tête. J'ai déjà entendu parler de ça, puis là, ils sont là. C'est ça qui était fantastique. C'est une belle année pour la scène locale parce qu'il y avait de Quai des Brumes, il y avait l'Esco, il y avait plusieurs petites scènes comme ça un peu partout. Là. Ça a aidé beaucoup à la promotion de la musique. Moi, je dois les débuts de ma carrière d'acteur au voir parce que là où je restais dans Rosemont encore chez ma mère dans ce temps-là, le voir, il venait pas jusque-là. Il restait dans le plateau. Puis j'avais commencé à me tenir dans le plateau, au Corée Saint-Louis, tout ça. Puis là, je voyais ça à travers le voir que j'épluchais tout le temps, le jeudi. Puis là, dans les annonces, les petites annonces, il y avait audition. Puis quand j'ai commencé à vouloir être acteur, je me demandais comment tu fais être acteur, tu sais. Je pensais même pas aller à l'école de théâtre, rien. Je jouais dans des films. Fait que là, audition, pour des films, c'est des courts-métrages. Il y en avait 3, genre à chaque semaine, 3 ou 4. Là, j'appelais, puis là, venez à l'audition. C'était des courts-métrages d'université ou de cégep. Puis là, j'allais faire les auditions, puis j'ai décroché quasiment à chaque fois. Fait que j'ai commencé à jouer dans des films grâce à ça. Puis là, j'attendais le jeudi, puis là, j'allais audition, là, j'appelais, puis je commençais de même. J'en ai enchaîné plein. Ah ouais, c'est... OK, wow. Durant l'été 2005, le groupe joue au Francophonie de Montréal et joue en première partie des New York Dolls au Festival d'été de Québec. Oui. Comment c'était ça, là? Est-ce moi, que vous avez rencontré? Oui. J'ai pas jasé avec eux autres. Je suis pas quelqu'un qui saute sur... Pinot, s'il te plaît. Oui. Mais il était pas. La façon que c'était placé, on avait des roulottes le long d'une route avec du gazon. Puis c'est pas comme si on avait une place avec une tente pour être tout ensemble. Je sais pas. Fait qu'on pouvait se disperser facilement. Moi, je me souviens d'avoir parlé un peu avec le chanteur parce qu'il était écrasé dans le gazon pas loin. Puis on était comme. Mais comment que ça marchait? Est-ce que le nombre jouait? Parce qu'il y avait les secrétaires volantes, il me semble. Ouais, le nombre était. C'était les secrétaires. C'était une super soirée. C'est-à-dire que on commençait, il y avait les secrétaires. Non, il y avait New York Dolls après nous autres. Puis après ça, les secrétaires volantes. Ah ouais, OK. Puis le monde était vraiment là pour les secrétaires volantes. Ah ouais, c'est à Québec. Ouais, c'était gros, ça. Parce que c'est quand ça. même, pendant un instant, ça a été grosse bande, là. Oui. En fait, ce qui était drôle, je vais toujours me rappeler les New York Dolls, le nombre, les secrétaires. Il me semble que oui, parce que. En tout cas, peut-être que mes souvenirs se mélangent, mais ils jouaient tard, les secrétaires, puis nous, on était là, puis on avait joué aussi. Fait qu'il me semble que c'est le même soir, parce que toute la gang des secrétaires, puis du nombre, puis c'est tout un peu la même clique. Eux, c'était des vrais fans des New York Dolls, plus que moi, plus que nous autres. Ouais. Okay. Fait qu'eux, ils bondaient plus aussi. Mais je vais toujours me rappeler que Jean-Philippe Dynamite, qui a mené après 2 tours, il est comme. Vous étiez où dans le temps qu'on sortait des albums parce qu'il n'y avait jamais eu une aussi grosse foule devant lui, comme ça les messie du rock, puis comme dans le temps on jouait, on s'achetait une pizza avec le cachet. Ben oui. Puis c'est ça, donc oui, c'était cool, c'était un honneur de jouer avec eux, mais j'ai pas essayé de devenir trop chum avec eux autres. J'étais un peu intimidé peut-être. Peut-être aussi, non, mais c'est peut-être aussi parce qu'on les connaissait pas tant que ça. Moi, c'est vrai que j'ai jamais écouté d'album. Il y a des tunes que j'écoutais. Si t'avais été plus connaisseur, t'aurais été peut-être. En même temps, quand on a joué avec les Sonics, j'ai pas trop poussé ma gaffe. J'ai parlé un petit peu avec dans le vestiaire, on était. Ouais, moi, je sais pas. Il était rendu vieux aussi. C'était pas. Moi, je savais même pas quel membre était dans. Je connais pas ce band-là de Sonic, je connais des tunes. Mais, on a fait une coupe. Je sais pas si t'es toutes, là. Ces légendes-là. MC5, Sonics, New York Dolls, les Ramones. Les Ramones aussi, non? Les Ramones, on n'a pas joué avec les Ramones, je suis désolé. Non. Guns N' Roses, non plus. Guns N' Roses. On n'a pas joué avec Pink Floyd. C'est vous autres qui ouvriez avant Metallica. C'est ça, exact. Pendant l'émeute. C'est à cause de lui, l'émeute. C'est vrai, avant Fate No More. Puis, juste, dernier point avant de finir votre présentation. En février 2006, le groupe interprète la chanson Bip Bip sur Salut Joe, hommage à Joe Dassin, qui s'est fait damer le pion par Star Academy 2005. Hein? Ah oui, dans les ventes. C'est vrai, c'est notre seul disque d'or. C'est notre seul disque d'or. Ah ouais. Puis c'est drôle, la seule fois de ma vie que j'ai. Tu sais, comme tantôt on parlait comme c'est le fun quand tu écoutes la radio et ta tune elle monte dans les charts. Mais tu te dis, hey, si un jour j'ai un disque d'or, ça va être cool. T'sais. Mais non, moi, le seul disque d'or que j'ai eu dans ma vie,
Je dormais, puis ça sonne à ma porte. Puis je suis comme, je vais pas répondre. Puis c'était un appart avec la porte en bas, un escalier, puis ma porte, mais je les barrais jamais, en fait. Puis j'entends que la porte s'ouvre, mais qu'elle se referme. Je suis OK. Fait que plus tard, quand je sors de chez nous, on avait déposé un disque d'or dans mes escaliers. Oh ouais. C'était comme ça. J'ai pas eu une poignée de main devant la caméra. Mais bon. Dans le bas des marches. C'est ça. Puis d'ailleurs, on sait même pas ce qu'on a fait avec. On l'a comme perdu. On a comme. Je sais pas. On avait comme un genre de truc. Mais bon, c'était pas une tonne à nous. C'était un cover de. Mais ça, en fait, on s'est fait offrir. C'était l'époque des albums Hommage H. Je sais pas si ça existe encore, cette vibe-là. Puis on s'était fait demander ça. Puis sur le coup, moi, je voulais pas vraiment. Mais je me suis dit, pourquoi j'aime pas les albums Hommage? C'est parce qu'ils demandent tout le temps au même monde. Ouais. Les mêmes tunes aussi. Ouais. Puis les gens, ils font toujours les tunes les plus connues. Ouais. On a-tu vraiment besoin de réentendre? Ça, là, moi aussi, j'étais comme cassé. Comment qu'on va réagir à cette offre-là? Puis évidemment, Luc, s'il est tout le temps là pour nous surprendre de la bonne façon. Si je dis non de ne pas participer à quelque chose parce que c'est toujours les mêmes, ben ça fait en sorte que ça va être toujours les mêmes. Fait qu'on va dire oui, puis on va aller chercher une toune qui n'est pas connue au Québec. Ouais, mais c'est vous autres qui avez le contrôle sur le choix de la toune? Ouais. OK, quand même. Fait que moi, je m'étais dit, on va aller chercher une toune qui n'est pas pognée de Joe Dassin au Québec parce que c'est. Moi, je connais Joe Dassin, mais j'avais jamais entendu ça. Dans les années 60, ça avait été un succès assez mineur en France, qui était une traduction d'une toune américaine que peut-être qu'il avait connue par la version italienne, peut-être. En tout cas, Roberto Carlos, qui était un Brésilien. Je sais pas d'où il vient, Brésilien, peut-être. En tout cas. Ben, écoute, ça conclut la première partie. Est-ce que je peux aller pisser? Ben, on peut faire une pause. Je pense qu'on va faire une pause. Faisons une pause.